Bonjour Monsieur le procureur, merci d'avoir accepté notre invitation. On va profiter de votre présence pour parler de l'activité du tribunal judiciaire de Sarreguemines et revenir aussi sur les affaires qui font l'actualité dans notre arrondissement. Et commençons par ce scandale qui secoue la Moselle depuis le mois dernier, les faits présumés d'agression sexuelle dans l'ancien collège-lycée Saint-Augustin à Bitche. De nouvelles révélations ont émergé ces derniers jours. Au-delà de l'abbé Didelon, aujourd'hui décédé, de nouveaux auteurs sont mis en cause et certains sont encore en vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à leur sujet? Alors, pour commencer, peut-être indiquer aux spectateurs qu'une enquête a en effet été ouverte dès le moment où ce scandale a surgi dans les médias. Et c'est la brigade de gendarmerie de Sarreguemines qui est chargée de la conduire sous la direction du parquet de Sarreguemines. Et il est vrai que c'est d'abord cet abbé aujourd'hui décédé qui a été désigné, mais depuis quelques signalements sont parvenus à l'égard de personnes qui pourraient encore être en vie à l'heure actuelle. Comment les enquêteurs abordent-ils ce dossier aussi délicat ? La méthodologie que je préconise, mais que nous allons mettre en place, est de diffuser aussi largement que possible l'information que la brigade de gendarmerie de Sarreguemines est prête à accueillir des plaignants, des victimes, des personnes qui auraient à présenter des révélations sur ce qui aurait pu se passer au Saint-Augustin dans le domaine des abus de violence et sexuels sur des élèves pendant le temps de son fonctionnement, soit jusqu'en 2012. Et à défaut de pouvoir aller à la gendarmerie, je pense notamment à ceux qui ont quitté la Moselle-Est, mais qui auraient vent de ce qui est en train de se tramer, c'est-à-dire la prise en compte par les pouvoirs publics de la situation, d'adresser un courrier à mon parquet pour se signaler. Sur le plan juridique, est-ce que ces faits sont aujourd'hui prescrits ? Je pense qu'il faut regarder très précisément dans le détail parce que les questions de prescription sont éminemment complexes. Elles sont complexes dans la mesure où elles puisent dans le moment de la commission des faits, elles s'apprécient également en fonction de l'âge de la victime au moment des faits, mais également de la nature correctionnelle ou criminelle des faits, des agressions sexuelles ou alors des faits qualifiés de crimes par la loi, soit par exemple évidemment des faits de viol. Et je crois qu'il faut que toute personne qui aurait été victime d'abus dans ce contexte-là et qui le souhaite évidemment de faire cette démarche de signalement de sa situation aux autorités de gendarmerie ou alors à mon parquet, soit aussi précise que possible sur évidemment qui elle est, ça nécessite évidemment de s'identifier, aussi précise qu'elle peut se souvenir des faits et de leur datation, parce que nous sommes dans un contexte où aujourd'hui où nous parlons, les prescriptions sont très longues. Elles commencent à partir de la majorité des personnes qui sont victimes et elles durent plusieurs décennies après leur majorité. Ce sur quoi il faut que j'insiste, c'est que c'est l'état du droit actuel. Et nous avons une nouvelle fois une institution qui a fonctionné jusqu'en 2012, une institution qui, dans les années qui ont précédé sa fermeture, avait été, pour ainsi dire, si j'ai bien saisi ce qui m'a été raconté, prise en charge davantage par des laïcs. Donc on a aussi des faits, pour ceux dont j'ai eu connaissance, qui ont pu se dérouler dans les années 80. Et les lois de prescription, à l'époque, étaient beaucoup moins compréhensives, beaucoup plus restrictives qu'elles ne le sont devenues, avec des prescriptions qui peuvent avoir été acquises. Et de fait, malgré l'existence dans le droit contemporain de délais de prescription qui sont très longs à présent et qui ont été aménagés au bénéfice des victimes, la loi de notre époque ne peut pas, d'une certaine façon, rétroagir sur des prescriptions acquises. C'est assez subtil ce que j'indique, mais simplement la prescription plus longue de notre temps contemporain n'est pas en capacité de faire renaître une prescription qui aurait été atteinte. Et c'est tout le problème de cet établissement, de cette situation-ci, c'est que les faits principalement rapportés jusqu'à présent sont des faits qui ont été situés dans le temps, dans les années 1980. Et donc le risque de prescription est effectivement très très important dans cette période-là. Plusieurs témoignages en tout cas accusent le personnel de l'établissement d'avoir couvert ces faits. Qu'est-ce que risquent ceux qui ont gardé le silence ? Là aussi, on
rejoint à nouveau la question de la prescription, parce que le délit de non-dénonciation de mauvais traitement sur une personne mineure, qui comporte évidemment le versant des abus sexuels, est soumis à une prescription de droit commun, soit au moment où je parle de 6 années. Donc le risque est quand même très grand que les faits soient prescrits dans ce domaine-ci. Ce que je veux simplement aussi indiquer, c'est que dans l'hypothèse de la constatation de faits prescrits, les instructions actuelles, le dispositif judiciaire qui a été mis en place permet malgré tout, avec l'accord des victimes et des plaignants, de faire néanmoins procéder à l'audition de celui qu'elles auraient dénoncé comme ayant été à l'origine d'abus sexuels à leur encontre, pour aller l'entendre sur ses explications par rapport aux faits dont il est accusé. En ayant cependant conscience, il faut l'admettre, que la prescription empêche évidemment des poursuites. C'est la raison pour laquelle je ne fais procéder à cette audition peut-être de recherche de sens, de recherche d'explication adressée à celui qui aurait commis des abus sexuels, qu'avec l'accord express de la personne, puisqu'elle sera nécessairement avisée que les faits ne pourront pas donner lieu à une suite judiciaire en raison de leur prescription. Merci pour toutes ces explications. Changeons de sujet. Un gendarme de Sarreguemines a été retrouvé mort dans son appartement vendredi 27 juin. Alors la thèse du suicide est privilégiée d'après les premiers éléments de l'enquête. Quelles sont les circonstances connues à ce jour ? Les circonstances sont effectivement sans ambiguïté celles d'un suicide, d'un jeune gendarme qui avait rejoint tout à fait récemment son unité d'affectation en gendarmerie mobile, et c'est un garçon d'une vingtaine d'années qui malheureusement s'est donné la mort. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle si c'est quelqu'un qui venait d'être muté, est-ce qu'on sait si ça a un lien ou pas avec... C'est encore difficile à dire. C'est quelqu'un qui présentait déjà des fragilités et qui venait effectivement tout récemment d'être affecté en Moselle-Est à l'escadron gendarmerie mobile de Sarreguemines. Il venait de l'école de formation de son activité professionnelle. Alors quel soutien est apporté aux forces de l'ordre dans ce cas de figure ? Ce sont à bien des égards des soutiens propres et internes à la gendarmerie nationale qui mettent en place et qui mettent en œuvre des dispositifs de soutien psychologique pour les camarades de la personne qui s'est donné la mort. Un mot maintenant sur la lutte contre les stupéfiants. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines applique depuis peu la saisie des téléphones portables des consommateurs de stupéfiants. Dans quel cadre cette mesure est-elle mise en œuvre et quel est l'objectif recherché ? Alors, c'est la déclinaison locale d'une instruction qui provient du garde des Sceaux, Gérald Darmanin à notre époque, et qui est destinée à cohabiter avec, évidemment, les enquêtes de long cours qui sont destinées à démanteler des réseaux, à identifier leurs animateurs, et évidemment les confondre et les traduire devant la justice. L'idée qui a présidé à cette... autre moyen de lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est la prise en compte des consommateurs, parce que finalement, il y a du trafic parce qu'il y a des consommateurs, il y a des consommateurs parce qu'il y a du trafic. Et la finalité recherchée, c'est de priver le consommateur du moyen par lequel il a réussi à obtenir des produits stupéfiants, dans la mesure où, à l'époque contemporaine, bien des acquisitions de produits stupéfiants passent par l'usage des téléphones portables. Et c'est au titre du moyen qui aura permis la réalisation des délits que ces usagers se voient exposés au risque de voir leur téléphone être confisqué par les gendarmes ou par les policiers. Et justement, le fait de confisquer le téléphone du consommateur, est-ce que c'est aussi un moyen peut-être de remonter certains réseaux de trafiquants ? Assurément, c'est ce qui se pratique déjà depuis évidemment longtemps, depuis que les pratiques de trafic de stupéfiants ont emprunté les voies téléphoniques, et il est clair que c'est une mesure qui a une double finalité. D'une part, une mesure d'orientation d'enquête, de soutien à l'enquête, étant cependant précisé que les trafiquants contemporains utilisent évidemment, bien sûr, souvent des téléphones dits de business, pour lesquels ils n'ont pas, comme beaucoup d'entre nous, une carte à puce à leur nom, à l'évidence, et emploient surtout des messageries cryptés qui ont cette caractéristique d'être éphémères. D'un autre côté, en revanche, s'agissant du consommateur en possession de qui le téléphone a été pris, il s'agit de le sanctionner, outre éventuellement d'ailleurs une éventuelle amende.
Et de façon plus globale, est-ce que le trafic de stupéfiants est toujours aussi prégnant dans notre arrondissement? Il est, comme il l'est malencontreusement dans tous les arrondissements, et il entremêle l'existence de réseaux structurés avec de multiples manières de se procurer des produits stupéfiants dans les villes qui constituent notre arrondissement, Sarreguemines, Forbach, Saint-Avold, pour les principales villes de notre ressort juridictionnel, mais aussi dans les villages. De ce point de vue-ci, les stupéfiants ont une existence et une malencontreuse influence néfaste sur la santé et les comportements dans tous les secteurs de notre ressort. 300 personnes approximativement ont été poursuivies devant la juridiction au cours de l'année 2024 pour au moins usage de produits stupéfiants. Et cela recouvre non seulement les détenteurs de produits stupéfiants en vue de leur consommation, les trafiquants, mais également, il ne faut pas les oublier, les conducteurs de véhicules qui ont été pris, contrôlés et ensuite confondus en ayant consommé des produits stupéfiants, ce qui, je le rappelle, est une infraction assez commune. Et ce chiffre, il est en hausse par rapport aux années précédentes, ou au contraire en baisse? Il se maintient, bon an, mal an, malheureusement. La lutte contre les trafics de produits stupéfiants est multiforme et elle peut passer des enquêtes très classiques de démantèlement des réseaux jusqu'aux patrouilles plus ponctuelles ou plus régulières des services de police-gendarmerie, souvent sur mes réquisitions d'ailleurs, ce qui me les demande pour avoir l'autorisation d'effectuer des contrôles à des moments un peu stratégiques de la vie sociale du ressort. Mais il faut aussi appréhender la lutte contre le trafic de stupéfiants à travers la lutte contre l'insécurité routière, tant il est vrai que ces dernières années, la proportion des conducteurs conduisant après usage de stupéfiants a presque fini par dépasser les traditionnels conducteurs en état d'ivresse. Revenons sur cette affaire qui avait fait grand bruit. En septembre 2023, une voiture s'est encastrée dans la vitrine d'un opticien du centre-ville de Sarreguemines. Peut-être que certains de nos téléspectateurs s'en souviennent, c'est un accident assez spectaculaire. Le conducteur a été brièvement blessé et le jugement a été rendu le mois dernier. Le chauffeur a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. Quelles sont les conclusions de l'enquête ? Qu'il était le conducteur et que celui-ci avait non seulement une conduite dangereuse qui explique la projection du véhicule dans la devanture de ce commerçant, et il était bien entendu malheureusement sous l'influence de substances toxiques. Et le passager a lui aussi été condamné pour non-assistance à personne en danger. Il a écopé de 18 mois ferme. Est-ce que c'est une décision fréquente dans ce type de situation ? Tout dépend souvent des circonstances, des faits. Dans cette hypothèse-là, manifestement, celui-ci aurait dû prêter son secours aux personnes en danger. Je précise que le conducteur est actuellement sous les verrous, après que le tribunal ait décerné contre lui un mandat de dépôt à effet différé, c'est-à-dire incarcération différée de quelques jours. Il a rejoint la maison d'arrêt il y a maintenant de cela quelques jours à peine. Avec le recul, après avoir évoqué toutes ces affaires, comment qualifiez-vous l'état de la criminalité dans notre département ? Multiforme. C'est toujours compliqué de donner une réponse unilatérale et unique à des phénomènes qui puisent souvent à des origines très diverses. Je dirais que vous avez un département, d'ailleurs en termes de département, je réduirais mon propos au ressort juridictionnel dont j'ai la tâche de surveiller depuis le parquet du tribunal judiciaire. Je dirais que la répartition des grandes typologies d'infractions pourrait être d'un côté de Sarreguemines jusqu'au Pays de Bitche, en passant par Sarreguemines-Campagne, Sarralbe, Putelange, ces localités-là, une délinquance périurbaine, parfois plus rurale, puisque les villes sont de plus petite importance. Sarreguemines, évidemment, exclue, puisque c'est quand même la grande ville de l'arrondissement, et faite de cambriolage, faite également de violences intrafamiliales. Sur le bassin houiller, qui est l'autre versant du ressort judiciaire de Sarreguemines, j'y inclus évidemment Forbach, Saint-Avold, les brigades de gendarmerie de Bérennes-les-Forbach, de Faré-Berziller, de Folchiller. Vous avez une délinquance qui est plus urbaine, tant il est vrai que finalement
de Spicheren jusqu'à Saint-Avold, vous avez quasiment peu ou prou une seule unité citadine et urbaine. Et là, vous retrouvez en revanche une plus grande fréquence des trafics de stupéfiants, y compris dans des structurations plus fortes que dans l'est du ressort, parfois des violences urbaines, des agressions de gendarmes, de policiers. Vous retrouvez là aussi, malheureusement, parce que de ce point de vue-ci, les deux ressorts se ressemblent beaucoup, une grande prégnance des violences conjugales de l'est à l'ouest de notre ressort. Avant de se quitter, en termes d'organisation, comment le tribunal judiciaire de Sarreguemines s'adapte-t-il à la charge d'affaires en cours, avec toutes ces affaires qui sont à traiter pardon. Le tribunal judiciaire est composé outre ses fonctionnaires, on peut évidemment penser au service de greffe, personnel important, parce que c'est grâce à eux que les notes d'audience sont prises, que les dossiers sont préparés, qui sont reçus et ensuite présentés aux magistrats. Vous avez des juges et des procureurs, vous avez 18 juges qui ont des fonctions assez diverses, des juges des enfants, des juges d'application des peines, un juge d'instruction, des juges correctionnels. Ce sont ces juges-là, statuant lors des audiences correctionnelles dont la presse et parfois évidemment votre propre média rendent compte, qui sont chargés de juger les dossiers pénaux que le procureur leur amène. Et quant aux magistrats du parquet, définition un peu jargonesque pour décrire les procureurs, vous avez 6 magistrats du parquet actuellement au tribunal de Sarreguemines, outre moi-même, 3 vice-procureurs et 2 substituts procureurs de la République. Quel est le délai de traitement des affaires aujourd'hui actuellement? Parce qu'on sait que c'était bien souvent un problème, les délais qui s'allongeaient par rapport au traitement des affaires, des jugements. Ce délai, me semble-t-il, est assez conforme à ce que demande la chancellerie, qui est notre ministère, par rapport à cela. Vous avez des délais qui sont là aussi multiformes selon les circonstances. La presse locale rend régulièrement compte des affaires dites de comparution immédiate et qui consistent à traduire immédiatement un auteur des faits qui, en général, a commis les faits qui lui sont reprochés dans les 24 ou 48 heures qui précèdent devant le tribunal. Et cela toutes les semaines. Donc vous avez, de ce point de vue-ci, un délai de traitement qui peut parfaitement être de quelques jours à peine avant que le prévenu, auteur d'une infraction pénale, ne soit traduit devant la juridiction correctionnelle. Je dirais qu'en moyenne, les prévenus qui se voient remettre des convocations à l'issue de leur affaire par la police ou la gendarmerie sont convoqués dans les 5 à 6 mois devant la juridiction. Et quand ils sont convoqués à travers ce que l'on appelle le système du plaidé coupable, autrement dit la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, on a même des délais qui ne dépassent pas les 2 mois. Et par rapport à la moyenne nationale, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Sarreguemines, de ce point de vue-ci, se situerait assez clairement sur le bon versant de la moyenne nationale. Merci beaucoup, monsieur le procureur, pour tous vos éclairages. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal.